Madame, Monsieur, vous l'avez certainement compris, notre invité est Digne Elvis Tchalisson Okombi, que nous accueillons à l'instant. Monsieur le ministre, Madame. Bienvenue. Merci. Merci. Alors, Monsieur le ministre, ce plateau vous est consacré. Nous allons parler de vous, de vos multiples casquettes, de vos activités et de ce que vous incarnez. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir à partager, madame. Alors, on entend parler de vous assez régulièrement à travers vos activités, ce que vous organisez, vos initiatives. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous êtes réellement? Pas grand-chose, sauf chef de famille, chef de parti, UMP, et qui a des activités dans le cadre de la société civile, notamment avec le plan associatif. D'accord. Alors, parlons de votre profil et de votre cursus. Vous avez été à l'école, vous étiez universitaire, vous êtes diplômé de l'Institut de formation de cadres pour le développement basé à Bruxelles. Vous avez un profil de manager, administrateur en chef des services administratifs et financiers. Qu'est-ce que cela implique exactement et quelle est votre expérience en la matière? Moi, je suis rentré à la fonction publique en tant que secrétaire principal d'administration. Donc, j'ai fait tout le parcours. Voilà. Aujourd'hui, je suis inspecteur, justement après une formation à Bruxelles. Très bien. Pour nous, c'était une manière pour nous d'apprendre ce que c'est que l'administration. Voilà, il fallait pour nous aller à l'école, étudier, par la suite suivre une carrière administrative. Parce que je rêvais évidemment d'avoir une carrière administrative normale. Voilà, pourquoi pas être chef de service, directeur central, tout ce qu'on veut. Donc, on s'était préparé à avoir une carrière administrative normale, mais sauf que le destin, on a décidé autrement. Et vous vous êtes lancé en politique? Oui, très jeune. Très jeune avec des amis déjà à l'université. Nous avions créé l'association Génération Pierre-Robert, dont j'étais le secrétaire général. Et c'est cette association Génération Pierre-Robert qui se transformera des années plus tard. Pourquoi Génération Pierre-Robert? Ce n'est pas un culte à la personne de Pierre-Robert? Puisqu'on parle là d'une association politique. Pierre-Robert nous a beaucoup marqué de sa manière de nous présenter des semaines, des mois et des années où il nous parlait du président Sassou Nguesso. D'accord. Je me rappellerai toujours, je suis encore très jeune, un peu plus jeune, de cette conversation où un soir il nous a dit petit, mettez-vous au service du pays, mais surtout soyez fidèles à Denis Sassou Nguesso, vous ne serez jamais déçus. Voilà, donc c'est comme ça. Pour nous, les jeunes qui venions en politique, nous ne pouvions pas soutenir directement Denis Sassou Nguesso, mais pour nous, les modèles, c'était des Pierre Robert, c'était des Isidore Vouba, c'était les Pierre Ngolo et tous ces jeunes Vouba, pour nous, pourquoi pas, toute cette génération qui s'était illustrée par la fidélité autour des valeurs que prenait Denis Sassou Nguesso. Voilà, donc pour nous, si nous devions servir le Congo, si nous devions militer aux côtés de Denis Sassou Nguesso, nous devrions le faire comme Pierre Robert. Et en passant par le canal de ces personnes, justement, en se servant de leur exemple, puisqu'ils étaient vos modèles en quelque sorte. Oui, quand même. Alors, vous avez évolué dans ce sens jusqu'à la création de votre parti, l'UMP. L'UMP qui a fait des émules. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé entre-temps à créer votre plateforme, la dynamique Ponaikolo, Samnabwala. Et aujourd'hui, on parle de génération auto-entrepreneur. Alors, pourquoi tous ces engagements, ces étapes, qu'est-ce que cela explique? Alors, Ponaikolo a été créé en 2015 dans un contexte de turbulence politique, où avec des amis qui sont de la majorité, même de l'opposition, nous avions pensé qu'il était important que nous puissions avoir un groupe de jeunes qui soient capables d'aller parler aux autres jeunes. Voilà. Et c'est là que, avec Gavé, là, le député, l'honorable Gavé, avec l'honorable Ibam, voilà, et bien d'autres qui sont aujourd'hui de l'opposition. Bernadette Gavé, on doit nuancer parce qu'il y a plusieurs Gavé. Voilà. Et pour l'histoire, même Gavé, le cadet, était à Ponaikolo. D'accord. Voilà. Et sans oublier aujourd'hui d'autres qui sont à l'opposition, les Diaf, les Kouta et tous les autres. Donc c'est une génération de jeunes comme ça. Nous étions organisés pour dire ce que nous avons en commun, c'est le Congo. Voilà. Et qu'il n'était pas possible que dans le contexte de 2015, que des jeunes Congolais soient manipulés pour détruire ce que nous avions en commun. Donc il fallait que nous puissions avoir un mouvement qui soit au-delà des partis politiques pour aller parler aux autres jeunes. Mais je crois que ce mouvement a réussi un grand pari et nous avons pu faire de très 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 grandes choses.
Aujourd'hui, vous êtes quand même scindés en plusieurs obédiences. Il y en a qui sont de l'opposition, puisque vous êtes partis ensemble d'une même racine. Il y a eu des incompréhensions. Bon, on comprend, hein, c'est l'expression démocratique, ce qui est normal. Quel est votre regard de cette situation, en fait? Non, je crois que grandissant, on a plusieurs perceptions de la gouvernance. Alors, il y a ceux qui pensent comme moi qu'on peut émettre des critiques sur des gens avec lesquels nous évoluons, sans pour autant divorcer. Il y a d'autres qui ont pensé qu'il fallait se radicaliser. Voilà. Et il y a d'autres qui ont pensé divorcer clairement. Voilà. Au-delà de tout, je pense que nous avons un point de convergence, tout c'est Denis Sassou Nguesso. Mais de toutes les générations qui émergent, la contradiction fondamentale existe dans la manière ou dans les approches de solutions. Voilà. Et peut-être dans la gouvernance, la manière de conduire certaines choses. Voilà. Ce sont des points de divergence. Et ce qui fait que nous puissions avoir des divergences dans le rendu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se disent opposants, ceux qui sont de la société civile, ceux qui sont de la majorité, ceux qui sont au centre. Les approches que nous avions dès le départ continuent à rester. Et je crois qu'on a plus de points de convergence que de points de divergence. Très bien. Une question peut-être simple ou peut-être compliquée, j'en sais rien. Alors, qui représente la politique pour vous? La politique, c'est d'abord une vocation, un besoin de se mettre au service de son pays. De contribuer au développement de son pays à travers des idées, à travers des valeurs. En gros, ce besoin de se mettre au service de son pays et de servir son pays. Voilà, c'est ça ma conception de la politique. D'accord. Alors, vous dirigez la plateforme Pona Ekolo, une dynamique politique. C'est une dynamique connue pour sa forte capacité à mobiliser, parce que nous suivons quand même vos activités. Nous voyons comment vous vous démenez autour des grands événements qui sont organisés au niveau de notre pays. Alors, qu'en est-il exactement et quel est le poids politique de Pona Ekolo, Samona Bouala? Pona Ekolo a été créé en 2015 dans un contexte. Nous sommes en 2024. On ne peut pas avoir un raisonnement qui soit linéaire. Voilà. Le contexte de la création de Pona Ekolo en 2015, les besoins et le débat 2015 ne peut pas être le débat en 2024. Ouais, puisqu'on rappelle que 2015 préparait quand même 2016, qui était une année assez particulière pour notre pays, l'élection présidentielle. L'année du référendum déjà. Le référendum déjà, voilà, oui. le grand débat sur l'évolution des institutions et tous les autres. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous avons d'autres enjeux. Voilà. C'est pour cela qu'avec des amis, dès 2017, je crois, ils s'étaient posé la question de réorienter l'action de Pona Ekolo, parce qu'on ne peut pas continuer à mobiliser les jeunes sur la base de la mobilisation stérile. Voilà. La mobilisation pour la mobilisation montre toujours des limites avec le temps. Parce que des jeunes qui avaient 15 ans, 17 ans en 2015, aujourd'hui sont devenus pour certains majeurs. Ils ont maintenant d'autres besoins. Voilà. Certains ont des problèmes de chômage, pourquoi pas. D'autres se sont mariés. Voilà. D'autres ont eu des enfants. Vous ne pouvez plus avoir le même langage vis-à-vis de ces jeunes-là que le discours que vous avez en 2015. Donc du coup, il faut évoluer avec le discours, il faut évoluer avec les approches de solutions, il faut évoluer avec le contexte et l'environnement. Voilà. Donc c'est comme je disais, déjà depuis 2017-2020, je crois, la question de la réorientation de la stratégie de l'évolution de Pona Ekolo s'était déjà posée en ce moment-là. Mais après, il a fallu du temps et au fur et à mesure, je pense que nous sommes très avancés. Très avancé dans quel sens? Parce qu'on n'entend plus assez Pona Ekolo en dehors d'autres initiatives que vous mettez en place. Nous avons organisé avec les amis, il y a quelques mois, je crois, du mois de juin, ce qui était déjà en préparation, ce que nous avons appelé le dialogue intergénérationnel décentralisé. Pour deux raisons. La première raison, c'est que dans les pays comme les nôtres, où le dernier recensement fait que nous avons pratiquement 76% de la population qui est jeune, il est important que ceux qui sont plus âgés, ceux qui sont plus expérimentés, puissent partager une expérience avec ceux qui sont moins âgés et ceux qui ont moins d'expérience. Et parce que vous avez estimé qu'il se pose quand même un problème dans ce sens? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans le domaine de la politique. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui s'engagent en politique sont parfois dessus, parce qu'on a parfois l'impression que dès qu'on commence la politique, il faut automatiquement être nommé ministre, député, et tout ce qu'on veut. C'est là où se trouve le piège. Voilà, c'est tout le piège, justement. Mais comme j'aime le dire à des acteurs plus jeunes, on n'aura jamais 4 millions de ministres, c'est pas vrai.
on n'aura jamais 1 million de députés. Donc du coup, vous voyez, un jeune qui s'engage en politique aujourd'hui, qui pense qu'il va être ministre dans 5 ans, s'il n'est pas ministre, qui pense qu'il va être député, il n'est pas député, 5 ans après, s'il continue à attendre à être député, il fera 10 ans en attente. S'il avait 18 ans, il aura 28 ans, au fur et à mesure. Donc il y a des gens comme ça qui sont restés dans une posture d'attentiste, en pensant avoir des fonctions politiques ou bien avoir des fonctions électives, mais qui ont passé 10, 15, 20, 30 ans en attente. Mais il leur a manqué justement des gens plus âgés, avec plus d'espérance pour leur dire, petit, la politique c'est un engagement, mais au-delà de la politique, il y a la vie de tous les jours. Comme j'aime à le dire à mes cadets, les factures, ça n'attend pas. Voilà. Donc, il faut d'abord avoir un métier, voilà, il faut avoir, en bonne et due forme. Il faut avoir un métier, il faut avoir un travail, il faut construire une vie, il faut construire une famille. La politique aussi, c'est un engagement, mais qui ne s'arrête jamais. Mais il ne faut pas en faire un principe que, dès le départ, la perception même que nous avons de la politique ne permet pas que les gens puissent attendre. Voilà. Ou c'est moi, ou c'est rien. Voilà. Alors qu'il s'agit d'un engagement pour servir le peuple avant de penser à se servir, quand même. Évidemment. Mais ça, c'est toute une culture qu'il faut essayer d'inculquer à beaucoup de nos compatriotes qui s'engagent en politique. Parce que vous voyez, chez les autres, on dit que la démocratie s'apprend de vous sur le boulanger. Voilà. Chez nous, par exemple, dès que vous avez une fonction, quand vous arrivez devant une boulangerie et qu'on vous dit d'attendre, vous ne pouvez pas attendre. Non. Ah oui, est-ce que vous me connaissez, monsieur? Que vous soyez ce que vous voulez. Vous savez à qui vous avez affaire. Voilà, voilà. C'est ce genre de choses qui fait qu'on n'est pas démocrate dans l'âme. La démocratie, l'apprentissage voudrait aussi qu'on apprenne que tu sois tout ce que tu veux. Voilà. Quand tu arrives devant un boulanger, une boulangerie, tu attends ton tour. Quand tu arrives dans un arrêt de bus, tu attends ton tour. Tu vois, chez nous, on a même un sérieux problème, madame, c'est que même à l'aéroport, et pourtant, lorsque nous payons les billets d'avion, c'est bien identifié, chacun à sa place. Mais il arrive que vous arrivez à l'aéroport, vous voyez les gens en train de courir pour chercher à se disputer des places. Mais vous n'êtes pas obligé. Chacun de nous aura une place. Voilà. C'est ça, je pense que le fondement même de ce qui devrait faire que nous puissions commencer à apprendre ces petites choses qui peuvent faire que demain nous soyons des bons citoyens. En tout cas, c'est très bien, faire école pour être des vrais politiques, des vrais dirigeants peut-être demain. Alors, Monsieur le ministre, vous avez été membre du gouvernement en qualité de ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement entre 2016 et 2017. Alors, qu'est-ce que vous avez gardé de ce passage au gouvernement? L'État. Nous avons appris ce que c'est que l'État. L'État est un monstre qu'on ne connaît pas parfois. Voilà. Mais le jour où vous vous retrouvez sur la table du Conseil des ministres, et comme a dit le président un jour, les décisions que vous prenez ici vont influencer la vie au quotidien des 4-5 millions de Congolais. Ah oui. Donc cela vous donne une responsabilité. La responsabilité de ne pas toujours penser à soi, mais de se dire que les décisions que nous prenons ici peuvent avoir des répercussions sur la vie de nos concitoyens. Là, c'est en tant que membre du gouvernement, mais en tant que chargé des relations avec le Parlement, d'abord avant d'être député, c'est de voir comment le circuit législatif, comment on arrive à des idées d'abord, ensuite à les transformer en projet de loi, voilà, et ensuite voir ces idées se développer et commencer à avoir des impacts de la société. Mais je crois que c'est une très grande expérience. Ça vous permet de comprendre un certain nombre de choses et deux fois de ne pas trop être enthousiaste sur un certain nombre de sujets. Parce que vous savez que l'État, c'est toute une procédure, l'État, c'est beaucoup de choses derrière. Tout à fait. Voilà. Vous regrettez d'être parti du gouvernement? Non, pas du tout. Vous savez, nous sommes des soldats. On devrait être fiers de servir son pays, même une journée. Mais le pouvoir discrétionnaire du chef fait que celui qui vous confie la mission peut vous emmener à aller faire autre chose. On doit pouvoir avoir le même point de vue le jour de votre nomination et le même état d'esprit le jour de votre départ. C'est vrai, madame, c'est pas la même chose. Entre-temps, vous êtes habitué à un certain nombre de privilèges. Vous êtes habitué à un certain nombre de choses, c'est vrai. Vous avez quand même la décision à certains égards. Oui, bien sûr. Mais il faut apprendre à vivre avec. Et mon père, qui le jour de ma nomination m'a dit quelque chose de fondamental. Il dit, tu sais petit, il m'appelait comme ça, ne considère jamais les fonctions politiques comme le champ de maïs de ton père.
où tu penses avoir droit absolument à hériter. Voilà. Ton nom aujourd'hui, c'est bien. Et le jour où on pensera que tu n'es plus là, de la même manière que tu as pris ça avec beaucoup de positivité, de la même manière, il faut aussi partir avec beaucoup de positivité. Ça t'évite de te radicaliser. Alors, vous êtes président des partis du centre avec votre parti UMP. Vous avez été député de Ngo et aujourd'hui conseiller départemental des Plateaux. Alors, quelle est votre vision du développement socio-économique de nos départements et au-delà de notre pays? Je crois que nous n'avons pas compris ce que le président de la République a voulu faire du Congo en matière de décentralisation. Parce que nous n'avons même pas démarré avec la décentralisation. Alors, voilà ce qui se passe souvent chez nous, mais c'est vraiment une caricature. On prend les meilleurs, on les met au gouvernement. Voilà. Et tous ceux qui n'ont pas pu trouver les postes de gouvernement, on les renvoie à l'Assemblée, pour le poste de direction. Et par la suite, on prend ceux qu'on ne sait quoi faire, on les met au niveau des Parce conseils. que vous pensez que tous ceux qui sont au gouvernement sont forcément les meilleurs? Je disais que c'était une Enfin, caricature. les caricatures, d'accord. D'accord. Ok. Alors, vous savez une chose, c'est que on a inversé la tendance. On devrait prendre les meilleurs et les mettre au niveau de nos départements, de nos conseils. Parce que le développement du Congo partira de la base. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans les conseils, vous voyez même la qualité de la ressource humaine. Le chef d'État parlait de ça une fois lors de son discours. Vous êtes surpris de voir comment on peut prendre tous les chanteurs, parfois des batteurs de tam-tam et tout ça, vous les mettez là où le développement local est censé s'organiser. Lorsqu'on essaie de voir le profil de ceux que nous mettons au niveau des conseils, ça nous pose problème. Pourquoi? Parce qu'il fallait des managers. Vous ne pouvez pas avoir des personnes à la tête des conseils qui se posent la question tous les jours s'il y a eu des programmations au trésor public. C'est pas possible. Alors, il faut aujourd'hui qu'on prenne des managers, qu'on les mette à la tête des départements et que sur la base des projets, le développement des projets, dans plusieurs domaines, agricoles, tout ça, nous puissions développer le pays. Alors, je vous prends un cas de figure. Le département de la Songa a vocation à être un des grands départements de notre pays. 80% du cacao qui est exploité dans le département de la Songa est acheté par les Camerounais. Donc, jusqu'aujourd'hui, le conseil départemental de la Songa n'a pas compris qu'ils avaient dans ce département un produit capable de développer ce département. On laisse les Camerounais venir acheter chez nous et ramener au Cameroun. Que de penser à la transformation peut-être sur place. Voilà. Déjà, au plan départemental, de voir comment structurer la filière, comment s'organiser. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, au Bénin, il est dorénavant interdit que le coton du Bénin puisse sortir du Bénin sans avoir fait la transformation. On pouvait dire que le cacao de la Songa ne peut pas sortir de la Songa sans que ça passe par une transformation. Parce que le prix de la tonne que nous vendons au niveau du cacao, lorsque ça revient chez nous en tant que plaquette de chocolat, on ne gagne rien. Pas du tout. Voilà, ce sont ceux qui ont acheté chez nous à vil prix, qui transforment et qui reviennent nous vendre quelque chose qu'on aurait pu transformer chez nous. Voilà. Il y a beaucoup d'autres exemples. Aujourd'hui, par exemple, dans le contrat agricole, nous avons aujourd'hui dans le département de la Bounja, les Brésiliens, les Sud-Africains, qui viennent chez nous, sur nos terres. Nous en avons près de 2 à 3 millions de terres arables, qui produisent du maïs, qui produisent des choses, pour emmener en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, les conseils au niveau local pouvaient bien s'organiser pour dire, voilà ce que nous allons faire pour produire de la richesse. On ne peut pas dire que c'était un nouveau raté, pas encore, mais je crois qu'il est important qu'il y ait une réorientation de la décentralisation. Mais au niveau des conseils, ils parlent quand même de manque de moyens. Peut-être que le problème se pose à ce niveau. Mais c'est là le piège. Ok. Ils n'ont pas à poser la question en termes de moyens. Les moyens, il faut qu'ils puissent arriver à créer de la richesse. Voilà, c'est ça le problème. L'État leur donne un budget initial de fonctionnement ou d'investissement. Si les choix d'investissement ne sont pas les meilleurs, si vous ne créez pas les conditions de façon qu'ils puissent avoir une autonomie fonctionnelle à un moment donné, vous aurez des problèmes. Alors, pendant près de 20 ans ou 15 ans, je ne sais pas, l'État a octroyé près de 1,5 milliard, je crois, au Conseil. Ils en ont fait quoi? On a vu des conseils acheter des bus
vous roulez dans le département, c'était quel choix économique? Par exemple, là, on parlait des jeunes qui sont demandeurs d'emploi. La fonction publique territoriale. Il y a inadéquation entre les besoins en termes d'enseignants, les besoins en termes de santé, les besoins en termes de fonctionnaires au niveau local. Voilà, et ces jeunes qui sont dans les grandes villes qui demandent de l'emploi. Donc, il suffit juste de faire une adéquation entre ces jeunes demandeurs d'emploi et la fonction publique territoriale qui existe, de façon que les collectivités commencent à recruter. Voilà, donc on peut lutter contre le chômage, par exemple, en amplifiant la fonction publique territoriale. En ce moment-là, ces jeunes vont pouvoir former nos cadets, nos enfants dans les départements, s'investir dans plusieurs domaines, agricoles, pourquoi pas, le développement des projets au niveau des départements, ce qui aura un impact au niveau national. Ça, c'est tout un projet, je pense que... Un projet, une vision et un avis qui est à saluer, tout à fait. Alors, vous êtes centriste par votre positionnement politique. Alors, comment expliquez-vous votre très fort attachement au président de la République, Denis Sassou Nguesso? Je suis fondamentalement contre ce que j'appelle le soutien inconditionnel et l'opposition systématique. Alors, nous sommes à l'hôtel de Kintélé. On peut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est un bâtiment qui a été bien bâti. Le dire ne fait pas de toi un soutien à Sassou. Ça s'appelle de réaliser. Vous avez des gens, ils quittent Brazzaville, ils arrivent à Pointe-Noire par la route, et on lui pose la question de savoir si Denis Sassou Nguesso a fait quelque chose, il dit qu'il n'a rien fait. Ça, c'est de l'opposition systématique. Il y a aussi d'autres personnes, on lui parle des problèmes d'eau, d'électricité, il dit, ah non, 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 tout va bien comme de le meilleur du monde. Ça, c'est le soutien inconditionnel. Non, le choix que nous devons avoir, c'est de pouvoir être vrai. Quand quelque chose est bien, nous soutenons. Quand on pouvait faire mieux, on dit, c'est bien quand même, on aurait pu faire mieux. Mais quand c'est mal, il faut systématiquement dire que c'est mal. Alors, il se trouve que de ma génération, de la génération précédente, on n'a pas encore un homme politique qui nous donne autant de garanties sur l'avenir que Denis Sassou Nguesso. Il peut en avoir, c'est vrai. Nous avons eu l'élection présidentielle en 2021. Et je peux me citer, ne fût-ce qu'un projet, une idée phare des différents candidats qui étaient là. Mais parce que le Congo, c'est 342 000 km². Il ne s'agit pas de lire un chef de quartier. Il ne s'agit pas de lire le batteur de tam-tam du village. Il ne s'agit pas de lire un enseignant. Il s'agit de lire la personne avec laquelle nous allons donner notre vie. La vie de nos enfants, l'avenir de nos enfants. Monsieur Intel, prenez notre vie, décidez pour nous. Alors, si vous êtes incapable de vous avoir, de s'être organisé personnellement, vous n'avez pas pu résoudre les petits problèmes de vie quotidiens qui vous regardent vous-même d'abord. Si vous n'incarnez pas une vision, vous ne donnez pas une perspective, on ne fera pas du remplacement pour du remplacement. Denis Sassou Nguesso a ceci de particulier, c'est qu'il nous donne une horizon. Il nous montre une voie, il dit, suivons cette voie-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous soutenons le président de la République. Voilà. Peut-être qu'il y a des perspectives aussi, une orientation que vous refusez de voir par votre très fort attachement envers la personne que vous soutenez. Non, nous soutenons d'abord des idées. Nous soutenons d'abord des idées. Il faudrait que nous qui faisons la politique à un certain niveau, nous puissions comprendre que ce n'est pas la personne de Denis Sassou Nguesso que l'on devrait critiquer. On devait critiquer les idées et les valeurs. Donc, du coup, ceux qui prétendent à ce niveau-là d'être des candidats à la présidentielle devraient pouvoir nous dire quelles sont les idées qu'ils incarnent, quelles sont les valeurs, quelles sont les perspectives qu'ils mettent sur la table pour nous garantir que demain, nos enfants ne vont pas vivre au Far West. Voilà, on voudrait bien vivre dans ce pays en paix, comme ça continue. C'est pour cela que ça nous donne aussi le droit d'être très critique quand ça ne va pas. Voilà. Tout à fait. Alors, comment cela est perçu par vos alliés? Parce que vous êtes un groupement de partis du centre. Chacun a son orientation en termes de vision à donner par rapport à ses idées. Mais vous avez quand même une fibre commune qui vous garantit en tant que parti du centre. Est-ce que vos idées sont forcément soutenues par vos alliés des partis du centre? Non, je pose des préalables.
Si quelqu'un me trouve un candidat avec de bonnes idées, une bonne perspective, il met sur la table, nous faisons le débat. Si nous avons un candidat au niveau des partis du centre, au stade actuel, capable de proposer aux 6 millions de Congolais un projet, des idées, des valeurs, on met sur la table, nous débattons. Si nous n'avons pas, à ce stade, nous soutiendrons le président de la République. Et jusque-là, on pense qu'on n'en a pas encore. Soutenons d'abord le président. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez été ces dernières années un personnage controversé. On a entendu parler de vous dans plusieurs situations. Vous démêlez avec certaines personnalités, voire même certaines institutions. Alors, qu'en est-il exactement et que peut-on retenir de ces échos dont on a souvent entendu de vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'incompréhension. Mais comme dans toutes les familles, on finit par s'asseoir et de résoudre les problèmes en famille. Mais comme je l'avais dit depuis le départ, qu'il y aurait un moment que nous allons nous asseoir en famille et puis on va régler. Mais je crois que ça fait partie du passé. La cohésion est rentrée depuis et la famille s'est retrouvée. Je pense qu'aujourd'hui, les contradictions ont été évacuées. Le linge sale a été lavé en famille. Oui, bien sûr. Mais parce que, vous savez, pour des personnes qui ont travaillé ensemble, moi j'ai la chance d'être arrivé dans des institutions très jeunes. Je pense que déjà à 26 ans, j'étais déjà vice-président de la commission électorale. Mais parce qu'il y a eu justement des aînés qui avaient des fonctions, qui ont pensé à un moment donné nous mettre à ces fonctions-là. Voilà. Mais quand vous avez un parcours de 10, 15, 20 ans, il peut arriver que vous soyez en contradiction. Bon, si vous ne vous parlez pas, ça peut s'amplifier. Tout à fait. Mais à un moment donné, il faut se ressaisir, il faut se parler et trouver les raisons de continuer à marcher ensemble. Je crois que c'est ça qui a été plus fort. Aujourd'hui, je pense que c'est fini, ces choses-là. C'est fini. Souvent, on vous a traité d'arrogant et d'ingrat. C'est dû à quoi? Je crois avoir gagné le droit de m'exprimer dans ce pays. Je ne sais pas flatter. La flatterie est un manque de respect, au fait. C'est une hypocrisie. Voilà. Quand quelqu'un vous flatte, il a l'impression que vous êtes bête et que vous ne comprenez pas que ce qu'il dit n'est pas vrai. Voilà. Donc, il est possible qu'un certain nombre de personnes prennent pour de l'arrogance le fait que je ne sache pas cacher ce que je pense être la bonne option. Comme je disais, j'ai le droit de donner mon avis. Je peux me tromper, mais je l'exprime, mon avis. Voilà. C'est aussi cela, la démocratie et la liberté d'opinion. Un grand non, vous ne trouverez jamais plus fidèle. Je crois à la fidélité aussi vrai que 1 plus 1 égale à 2. Parce que était dans les fonctions que nous avons occupées, on ne se fait pas de nouveaux amis, ni encore des nouveaux aînés ou encore des nouveaux partenaires. Non. Voilà, les gens que vous rencontrez aujourd'hui, c'est des gens que vous connaissez. Voilà, donc, il faut les garder, quelles que soient les contradictions. Mais surtout, il faut avoir toujours le courage politique de dire à un aîné, à un frère, à un cadet, la vérité. Voilà. Il peut mal prendre la vérité au présent, mais la vérité n'a pas de tombe. Mais ça peut s'apparenter pour certaines personnes pour de l'arrogance, mais non. C'est clair. Alors actuellement, vous êtes assez présent sur le terrain à travers vos initiatives, notamment la toute dernière que vous avez appelée Génération Auto-Entrepreneur. Qu'est-ce que c'est que Génération Auto-Entrepreneur? Expliquez-nous. La Génération Auto-Entrepreneur, c'est une initiative du président de la République. On l'oublie souvent. Il a battu campagne en 2021 sur la base de la création d'emplois, la productivité, la création d'entreprises et l'accompagnement des jeunes. Je pense qu'en gros, on peut synthétiser la campagne 2021 sur ces thèmes-là. De sa bonne foi, il a mis en place tout un écosystème pour accompagner les jeunes. Le FIGA, la CPE, la DPME, la CPCE, le FONEA. Donc, toutes ces structures ont été conçues de façon que le jeune Congolais, quoi qu'il soit, quel que soit ton problème, tu sois pris en charge. Vous savez, quand vous êtes jeune et que vous avez des problèmes d'adaptabilité avec la loi, parce que vous avez pris les armes, il y a ce qu'on appelle ici le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants. Quand vous êtes jeune et que vous avez des problèmes civiques, de civisme, il y a ici ce qu'on appelle le Haut Commissariat à l'éducation civique et morale. Quand vous êtes jeune, vous avez un problème de formation. Il y a aussi aujourd'hui
le Fonea qui est là pour pouvoir vous former. Quand vous êtes jeune, vous avez des problèmes de recherche d'emploi, vous avez aujourd'hui la CPE. Donc du coup, le président de la République, dans sa vision, a créé tout un écosystème pour accompagner les jeunes. La vision, c'est lui qui l'a donnée. Mais pour continuer à appuyer cette vision, il est allé encore plus loin. Il a dit, nous allons lancer l'initiative qu'on appelait l'année de la jeunesse. C'est-à-dire, tous les partenaires économiques, financiers, publics, privés, il faut multiplier les stratégies pour que nous puissions prendre à bras le corps la problématique jeune. Jeunesse. Voilà. Et nous, en tant qu'association, nous faisons que le relais de ce mot d'ordre qui a été donné au président de la République depuis la campagne électorale, ensuite par la continuité de cette année de la jeunesse, pour que nous puissions apporter une certaine réponse à une problématique qui est posée, qui est le problème du chômage des jeunes. Alors, nous avons un problème, madame, c'est que pendant longtemps, nous avons eu une mauvaise communication. D'abord de la famille. Le modèle de réussite, c'était d'être fonctionnaire. Et dès qu'un enfant avait le baccalauréat, ah non, 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 on va lui chercher une place à la fonction publique. Voilà. Ce qui fait que, dans la perception générale, ne pas être fonctionnaire était considéré comme quelqu'un qui a échoué. Exactement. Voilà. Deuxièmement, on a donné encore une perception aux jeunes pour dire que si un moyen de réussir, c'était la politique. Ce qui fait que beaucoup de jeunes ont carrément abandonné l'idée d'aller à la fonction publique. Ils ont dit, on s'engage en politique. Troisièmement, on a fait croire encore aux jeunes que les métiers, c'était pas bien. Vous savez, il y a eu un temps où, dans ce pays, pour insulter quelqu'un, on disait, quitte là, parce qu'il était plombier ou tout ce qu'on veut. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes chômeurs. La vérité qu'on doit pouvoir dire à tous les parents aujourd'hui, c'est que tous vos enfants n'iront pas à la fonction publique. Il faut un devoir de vérité vis-à-vis des parents. Tous vos enfants n'iront pas à la fonction publique, ce n'est pas possible. La vérité encore, il faut dire aux jeunes eux-mêmes, c'est qu'on n'a pas assez de société, on n'a pas un environnement entrepreneurial où vous pouvez tous être recrutés dans la société. Ce n'est pas possible. Donc il nous reste, en ce moment-là, ce qu'on appelle l'auto-entrepreneuriat. Madame, un cuisinier qualifié gagne mieux sa vie qu'un secrétaire principal d'administration. Un plombier qualifié peut mieux gagner sa vie qu'un fonctionnaire. Sans oublier les autres services que l'on peut aujourd'hui pouvoir accompagner les jeunes. Donc aujourd'hui, nous partons sur un principe pour dire que il est important que nous puissions d'un côté avoir un langage de vérité vis-à-vis des jeunes, mais aussi les accompagner dans un processus d'incubation, de façon que ceux qui sont porteurs d'idées puissent avoir la possibilité non seulement de se faire former, mais de se faire accompagner. Nous partons sur une stratégie pour dire la formation plus le financement égale emploi. Voilà. Aujourd'hui, nous étions à Djiri, invités par une coopérative des jeunes de moins de 25 ans qui travaille sur 2 hectares. Alors, ce qui m'a intéressé avec ces jeunes, c'est que je suis comme certains de nos téléspectateurs, nous consommons de la laitue pour la salade. Mais vous pouvez passer 2, 3, 4 semaines à Brazzaville où vous ne trouvez pas de la salade parce qu'il n'y en a pas. Donc ces jeunes sont en train de cultiver sur 2, 3, 4 hectares de la laitue et ont une possibilité de pouvoir, chaque 2 semaines, refaire la même chose. Donc du coup, avec un appui et une formation, il est possible, comme je disais, que d'ici 2, 3, 4 mois, que ces jeunes soient capables de faire des chiffres d'affaires. Mais aussi, la génération auto-entrepreneur, c'est pour changer la conception même que les jeunes ont de l'emploi. Dans nos familles, vous avez des jeunes, parfois, il est électricien, il gagne de l'argent, mais il vient te voir pour dire qu'il cherche de l'emploi. C'est quel emploi? Tu as déjà un emploi. Un emploi, oui. Voilà. Là encore, il faut que nous puissions faire percevoir à ces jeunes que ce que vous avez comme métier, c'est déjà un emploi. C'est pour cela qu'avec Madame Opa, la directrice générale de l'ANA, nous avons lancé la campagne de formalisation des artisans. Ça, c'est après le lancement de ce concept. La formalisation pour permettre à ces jeunes-là demain d'avoir les documents administratifs qui leur permettent d'ouvrir des comptes bancaires, pourquoi pas, d'avoir des crédits bancaires, de faire appel à des financements publics ou privés pour pouvoir développer leur business. Ce n'est que dans l'auto-emploi qu'on sera capable
de créer des centaines de milliers d'emplois dans notre pays. Dans tous les domaines. Dans le domaine agricole, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'artisanat. Si nous mettons un accent sur ce domaine-là et que nous mettons assez de moyens pour former les jeunes, les mettre dans le processus d'incubation et les financer, évidemment, il faut les financer. Voilà, ce qui permettra que nous puissions créer énormément d'emplois. En France, madame, quand vous n'êtes pas employable et que vous allez à Pôle emploi, la première question que votre conseiller emploi vous demande, c'est qu'est-ce que vous savez faire? Voilà. S'il trouve que votre diplôme actuel ne vous rend pas employable, il vous propose une formation pour pouvoir vous rendre employable. Par rapport justement aux débouchés. Mais les débouchés aujourd'hui pour nous, c'est de permettre à ces jeunes-là aujourd'hui, dans un pays où nous avons beaucoup de secteurs où pratiquement rien n'existe. Nous avons aujourd'hui une classe moyenne. Madame, vous-même, vous êtes de la classe moyenne. Les besoins sont connus. Quand vous arrivez chez vous, vous avez besoin d'électricité, donc un électricien. Parce que vous avez des toilettes modernes, il vous faut des plombiers qui soient bien qualifiés. Parce que vous travaillez 15 heures par jour, il vous faut sûrement un cuisinier, une dame de ménage. Parce que vous avez besoin de sécurité, il vous faut un gardien. Voilà. Regardez comment, rien que par votre propre personne, vous êtes capable d'employer une dizaine de personnes pour tourner. Ouais, c'est ça ce qu'on appelle la classe moyenne. Il faut cibler cette classe moyenne et autour de cette classe moyenne, créer justement des artisans, des ouvriers, des Congolais qui soient capables de porter des solutions. Et c'est là où il y a plus de besoins aussi, hein, d'ailleurs. Évidemment, madame. Donc, je disais que c'est là que l'homme politique doit pouvoir avoir un langage de vérité. Il faut que nous parlons aux jeunes. Ça ne sert pas de faire croire aux jeunes qu'ils seront 4 millions à être des ministres. Ce n'est pas possible. Le Congo est l'un des rares pays où chaque fin de semaine, les gens attendent des remaniements. Ce n'est pas possible. On peut avoir 60 remaniements. Tout le monde ne sera pas ministre. Tout le monde ne sera pas député. C'est chaque 5 ans qu'il faut renouveler. Mais il faut faire comprendre aux jeunes qu'on peut se faire de l'argent. Nous avons des services aujourd'hui, madame, que les jeunes sont en train de développer. Le service de livraison. Voilà. Les jeunes gagnent aujourd'hui de l'argent avec ça. Avec la génération auto-entrepreneur, nous voulons lancer une nouvelle vague de prise de conscience des jeunes pour dire que nous sommes capables de nous créer des emplois et de gagner énormément d'argent. Et c'est ce que nous tentons de faire. Et les jeunes vous suivent vraiment? Il ne faut pas s'adresser aux jeunes pour les tromper. Le Congolais moyen a un minimum, un baccalauréat. Donc il comprend ce que vous dites, ce que vous faites. Quand vous avez un langage de vérité vis-à-vis des jeunes, ils comprennent. Et ce n'est que parce que vous allez leur dire ce qui est vrai et vous leur proposez des alternatives qu'ils sont capables de prendre conscience de dire mais pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, avec l'ouverture que nous allons avoir avec la ZLECAf, nous pourrons avoir toute une génération de gens qui vont créer de la richesse. Le Congo, nous sommes un pays d'opportunités. Voilà, ce pays est un pays d'opportunités. Nous avons un marché en face de nous de près de 20 millions d'habitants. Tout ce qu'on peut produire au Congo, nous pouvons le vendre en face. Aujourd'hui, avec l'ouverture du corridor 13 vers le département de Songa, nous pouvons avoir des opportunités d'affaires et de business de partout. Mais il faut qu'au plan psychologique, nous puissions préparer la jeunesse congolaise à affronter ce monde de demain. Sinon, nous serons tellement de consommateurs que cela nous causera des problèmes au point terme, parce que si vous avez une jeunesse qui n'a pas de travail, que vous n'avez pas appris à travailler, et que vous n'avez pas appris autre chose qu'à être attentiste et attendre, et cette jeunesse peut se transformer demain en une bombe. Donc du coup, aujourd'hui, il faut une opportunité aussi avec l'arrivée de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Évidemment, les pays comme la France, le Canada, le Japon souffrent du vieillissement de la population. Voilà. Ils sont même obligés de favoriser l'immigration. Mais nous sommes dans un pays où près de 76% de la population est jeune. C'est un capital. Donc, si nous formons ces jeunes-là, si nous les orientons, ça veut dire que nous serons très compétitifs avec les ZLECAf. Voilà. Maintenant, avec les idées qui sont développées chez nous, on parlait tout à l'heure du corridor 13, on parle aujourd'hui de la route Brazzaville-Pointe-Noire. Imaginez-vous que près de 60% des personnes qui utilisent la route Brazzaville-Pointe-Noire sont des étrangers. Voilà. Rares sont des Congolais qui utilisent cette route alors que cette route nous appartient d'abord. Mais parce que nous n'avons pas compris que le transport, c'était un domaine où on pouvait créer des millionnaires. Il faut un changement de mentalité. Il faut emmener le jeune Congolais. Nous allons insister. Il faut faire de la pédagogie. Il faut parler. Il faut mobiliser les partenaires de façon que nous puissions faire comprendre aux jeunes que
on peut se créer de l'emploi et gagner de l'argent et qu'on n'a pas seulement besoin d'être fonctionnaire. Et ça, c'est dans votre vision incarnée dans Génération Auto-Entrepreneur. Génération Auto-Entrepreneur. Alors, l'on a fortement remarqué la mobilisation des jeunes lors de la célébration de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre, le 6 novembre. Les jeunes de la GAE ont planté le décor, on va le dire comme ça. On nous a parlé de 6000 jeunes mobilisés à travers la ville capitale. Alors, pourquoi s'y être autant impliqué pour la Journée de l'arbre? Mais parce qu'à côté de parler de l'entrepreneuriat des jeunes, il faut leur parler du patriotisme. Okay. Voilà, l'amour que l'on doit avoir pour son pays, pour sa patrie. Mais parce que on a aujourd'hui tendance à trop laisser libre cours à la critique. Vous voyez sur les réseaux sociaux, nous passons plus de temps à vilipender le pays, à dire ce qui ne va pas. Mais le premier sentiment que nous devons avoir, au-delà de tout ce que l'on peut voir comme avis, c'est d'être patriote. Ce sentiment que nous devons avoir de soutenir son pays, d'aimer son pays, au-delà de tout ce qu'on a. Donc, à ces jeunes que nous sensibilisons en tant qu'auto-entrepreneurs, pour leur inculquer justement cela, nous leur parlons aussi d'autres choses, c'est du patriotisme et de devoir d'exemplarité et de devoir de redevabilité. Vous savez, madame, les sociétés fonctionnent par mimétisme. Si nous sommes aujourd'hui 6000 à dire que le Congo est un pays d'opportunité, que nous allons travailler pour rendre ce pays plus fort, chacun de nous peut convaincre une personne, nous serons 12 000. Et au fur et à mesure, nous pouvons nous multiplier comme ça et faire émerger ce sentiment de patriote qui peut exister. Mais si nous sommes 6000 à parler que du mal de notre pays, nous allons aussi multiplier les pessimistes et ça fera que nous n'allons pas nous autres. Exactement. Alors après Brazzaville, vous avez mis le cap sur Pointe-Noire pour un autre lancement aussi sur cette partie du pays. Alors, quelle est la place de ce département dans votre projet? Alors, d'abord, par le principe, nous allons faire les 12 départements. OK. Voilà. Donc, Brazzaville était... Donc, c'est un projet national. C'est un projet national. Voilà. Brazzaville, c'était le point de départ. Pointe-Noire. On a d'abord la formalisation des artisans avec la direction générale de l'ANA. Ensuite, nous avons ce que nous appelons l'appel à projet. Madame, vous avez, comme j'aime à le dire, vous avez des Pierre Auto, des Paul Obombi, les Dangote de demain qui sommeillent dans nos quartiers, avec les meilleures idées qui soient. Mais des fois, ils ne savent même pas que leurs idées valent de l'or. Des fois, ils ne savent même pas que leurs idées peuvent créer des entreprises. Donc, du coup, quand nous lançons l'appel à projet, c'est pour permettre à n'importe quel jeune, quel que soit ce que vous avez comme idée, de nous apporter votre idée. Voilà. Et aujourd'hui, en collaboration avec un incubateur qu'on appelle Yecolab, nous avons la possibilité de vous mettre dans un processus d'incubation. C'est-à-dire, ceux qui ont appris comment formaliser des projets, vous prennent en charge, voilà, vous écoutent et vous aident à former votre projet. À la suite de l'incubation, si vous êtes arrivé avec une idée, vous sortirez avec un projet. Voilà. Maintenant, il s'agira pour nous de mobiliser des partenaires financiers pour que ces jeunes soient financés. C'est pour ça que dès le départ, nous avons demandé à ce qu'il y ait une responsabilité sociétale des entreprises. Il faut que les partenaires se mobilisent. Il faut que les hommes d'État, il faut que les membres du gouvernement, il faut que nous tous qui avons intérêt à ce que cette jeunesse-là soit formée, nous puissions nous mobiliser pour financer les projets de ces jeunes-là. Donc, après Brazzaville, nous mettons le cap sur Pointe-Noire, travailler avec les artisans pour leur délivrer leur carte, et aussi nous allons lancer l'appel à projet. L'appel à projet qui permettra à tous les jeunes qui sont dans le département de Culot de Pointe-Noire de soumissionner, et nous allons les mettre dans le processus d'incubation, pendant que nous allons continuer dans cette voie dans le département du Niari et la Bouenza jusqu'à le département de l'Ukwala. D'accord, très bien. Alors, entre ce concept génération auto-entrepreneur et votre idée de dialogue intergénérationnel décentralisé, y a-t-il un lien entre les deux concepts? Bien sûr. La génération auto-entrepreneur est une recommandation du dialogue intergénérationnel. D'accord. Voilà. Donc, quand nous sommes retrouvés dans le dialogue intergénérationnel, entre autres recommandations, les participants avaient décidé de mettre un accent sur l'auto-entrepreneuriat. Parce que nous pensions que c'était l'unique domaine où nous pouvons créer énormément d'emplois. Et pourquoi pas atteindre les 100 000 emplois que le gouvernement avait promis. Vous pouvez trouver dans nos départements près de 2, 3, 4 millions de jeunes qui sont dans l'agriculture. Ils n'ont pas attendu l'État. Ils produisent déjà. Voilà.
Ils sont déjà auto-entrepreneurs sans savoir qu'ils sont auto-entrepreneurs. Ce n'est pas un nouveau concept. Mais ce que nous allons leur apporter, le renforcement de capacités, avec le processus d'incubation, la formation, et nous renforçons les capacités au plan financier pour ceux qui ont besoin de notre appui. Mais souvent, les besoins ne s'expriment pas en termes de milliards, hein, comme on entend. Des fois, c'est faux. Vous savez, il y a de cela 2 jours, j'étais dans mon bureau et il y a une maman qui a demandé à me rencontrer. Elle dit qu'elle avait un projet. J'ai dit, c'est encore quoi cette histoire? Alors, mais ça ne se passe pas comme ça. Elle a tellement insisté. Et ensuite, j'ai reçu cette maman. Ah, elle m'a dit quelque chose de fondamental. Elle dit, mon fils, je vends le manioc depuis 82. Wow. Et avec ce manioc-là, j'ai envoyé tous mes enfants à l'école. D'autres à l'université. D'autres ont commencé à travailler aujourd'hui. Sauf que depuis la période Covid, alors je n'ai plus assez de moyens pour pouvoir faire mon petit commerce. Et j'ai posé la question à cette maman, combien il lui fallait pour qu'elle puisse reprendre avec son commerce. Elle avait besoin de 100 000 francs. Voilà. Alors, voyez-vous, 100 000 francs a permis à cette maman d'élever ses enfants, de faire son commerce, de se nourrir. Vous avez comme ça des centaines de milliers de jeunes dans ce pays qui n'ont pas besoin qu'on leur octroie des millions. Un hectare ne coûte que 100 000 francs CFA. Labour, pulvérisage. 100 000 francs CFA. Donc si nous prenons 100 000 francs CFA, que certains d'entre nous utilisent pour acheter du carburant, pour aller dans les restaurants comme on veut, et nous donnons à un jeune, il est capable de faire un hectare, voilà, et avoir des produits de saison, des produits de 3 mois, maïs, arachide et tout ce qu'il veut. Rien qu'avec ça, il peut déjà gagner 1 ou 2 millions. Et les produits à long terme, le manioc gagne encore des millions. Donc, si nous nous organisons et que nous disons que nous pouvons soutenir ces jeunes qui sont dans l'agriculture, que chacun de puisse avoir minimum 1 hectare, il est possible que nous créions des millionnaires de demain. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est juste un problème d'organisation et de changement de logiciel mental. Il est important que ceux qui sont gestionnaires de l'action publique puissent comprendre que les projets ne s'évaluent pas toujours en milliards. Voilà. Il y a des projets qui nécessitent 100 000 francs, il y a des projets qui nécessitent 200 000 francs, il y a des projets qui nécessitent 1 million, il y a des projets, voilà. Mais c'est tout ça qui fait que si une grande dynamique est lancée pour accompagner la vision du chef d'État de créer de l'emploi pour des jeunes, ça peut permettre que nous créions, je ne sais pas, 1 million, 2 millions, 3, 4, 5 millions d'auto-entrepreneurs qui vont pouvoir gagner de l'argent. Voilà. Mais c'est lorsqu'ils gagneront de l'argent qu'ils vont payer des impôts, c'est lorsqu'ils gagneront de l'argent qu'ils vont épargner, et c'est lorsqu'ils gagneront de l'argent qu'il y aura la lutte contre la pauvreté au niveau des ménages. Alors, quels sont les moyens de votre politique? Parce que c'est quand même un travail énorme qui demande beaucoup de stratégie, beaucoup d'implication, beaucoup de moyens aussi financiers. Comment vous faites pour réussir votre engagement? On a besoin d'argent. Et où est-ce que vous le trouvez? On a besoin d'argent déjà. Lors de la clôture du dialogue intergénérationnel, nous avons demandé que les structures privées puissent se mobiliser pour exercer ce que nous appelons la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons demandé aux mentors, nous avons demandé aux personnalités que chacun essaie de mettre la main dans la poche pour que nous puissions aider cette jeunesse-là. Madame, ne vous trompez pas. Vous savez, une jeunesse n'est jamais une pétard mouillée. Voilà, ils sont 67%. Le jour où ils décideront de se lever, que tu sois n'importe quelle société que tu veux, s'ils décident de casser, tu perdras ton outil de travail. Donc, quand on a le temps, quand on a la possibilité d'aider des jeunes à avancer, il faut toujours le faire. Dieu merci pour nous. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des partenaires privés, publics, et aussi des mentors qui se battent à financer les jeunes. C'est ce que moi j'appelle aujourd'hui des héros des temps modernes. Voilà. Je me rappellerai toujours, madame, de ce partenaire qui m'a dit que, monsieur le ministre, aussi longtemps que cela consistera à travailler pour faire avancer l'action du président de la République, nous serons tous sur la ligne de front. Et c'est ce que vous essayez de faire. Voilà. Et ce genre de congrès, on en a plus sur la ligne de front. Voilà. Au-delà de tout ce que le président Sassou a fait pour nous tous. Au-delà. Voilà. Oui, on va le dire, hein, voilà. On a tous un peu de Sassou en nous. Voilà, au-delà. Oui. De tout ce que Sassou Nguesso nous a donné à nous tous. Personne ne perdra rien à prendre le peu de ce que nous avons. Et à dire, pour Sassou, nous pouvons faire ceci. Personne ne perdra rien.
Donc c'est là l'engagement qu'on veut. Lorsque cette jeunesse-là se réveille chaque matin et dit « nous avons besoin de travail ». Mais puis nous savons tous que la solution aujourd'hui, ça peut que être les encourager à développer des projets. Mettons-y de notre volonté, et je crois que c'est cette volonté-là qui permettra que nous puissions aider Sassou, qui nous a tous aidés, qui nous a tous portés, malgré nos faiblesses aussi. C'est la ligne que nous sommes tracés, et nous nous inspirés qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, et pourquoi pas, nous allons rentrer dans les circonscriptions, on va intéresser les députés, les ministres des départements, les entreprises qui sont installées dans les départements, de façon qu'ensemble nous puissions avancer et atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. Y a-t-il pas quelques blocages ou quelques mauvais œils quelque part avec tout ce que vous faites? Comme toujours, mais ça va aller. D'aucuns se demanderaient quelle serait l'intention derrière toutes ces actions. Est-ce qu'il est à la recherche d'une reconnaissance, d'une récompense peut-être? Non, je crois qu'aujourd'hui on travaille pour autre chose. Que je sois député demain, ça ne sera pas une nouveauté, je l'ai été. Que je sois ministre demain, ce ne sera pas une nouveauté, je l'ai été. Que je sois encore, je ne sais pas quoi, je l'ai été, non. Mais il faut avoir cette conviction de travailler pour les causes. Voilà. Aujourd'hui, la cause que nous sommes en train de défendre aujourd'hui, c'est l'emploi des jeunes. Voilà. Je suis entrepreneur, madame. Si demain, il y a des secousses dans le pays et que l'outil de travail que j'ai pu, à la sueur et avec des larmes bâtir, est cassé parce que nous n'avons pas su encadrer cette jeunesse-là, nous serons tous perdants. Voilà. Donc aujourd'hui, le fait déjà de gagner en termes de quiétude, en termes de paix, c'est déjà quelque chose. Mais si nous sommes nombreux à agir comme ça, je pense que ça sera bien. Vous travaillez certainement pas seul, vous avez une équipe. Un mot sur votre équipe peut-être? Je voudrais rendre hommage à tous ces Congolais qui se battent, qui travaillent parfois tard. Il y a certains qui font 2-3 jours sans voir leur famille. Voilà, au moment où nous parlons, il y a ceux qui sont à Pointe-Noire depuis une semaine. Il y a ceux qui sont déjà dans le département de la Bouinza, de la Songa, et qui partent parfois avec les moyens de bord. Il y a de cela 2 jours, un de nos amis est tombé en panne dans le Maroc à 2 h du matin. Voilà. Et je n'arrivais pas à la voir et puis j'étais un peu inquiet. Je l'ai appelé un peu plus tard, je l'ai eu, il était vers Mvouti, il m'a dit « Monsieur le ministre, vous savez, si ce n'est que pour l'engagement qu'on a pris, il n'y a pas de problème. Si vous avez un véhicule, envoyez-moi. En cas contraire, je vais prendre un vélo pour continuer. » C'est des héros dans l'ombre, mais qui font énormément de choses. Mais tout comme aussi, on a besoin de d'autres personnes, vous-même, pourquoi pas. Je suis dans mon rôle, là. Vous êtes aussi dans le mouvement associatif que nous apprécions. Je pense qu'on a besoin d'un maximum de personnes pour mettre la main dans la pâte. On n'a pas le monopole de la connaissance. C'est faux, pas du tout. On a besoin des gens qui ont déjà essayé des choses, voilà, qui ont porté des résultats, voilà, qui viennent avec leur expérience pour que nous confrontions les expériences pour remodeler ce que nous pouvons faire ensemble. Voilà. À la fin, madame, à ces jeunes que nous allons accompagner, personne ne pourra dire que c'est grâce à moi, mais ce sera grâce à nous tous. Voilà. Alors vous croyez vraiment aux jeunes et à l'avenir des jeunes à travers le soutien de ceux qui sont passés à certains endroits avant eux. On peut le résumer comme ça. Mais évidemment. On a une foi inébranlable pour notre pays. Parce que on a une jeunesse formée, ce qui n'est pas toujours le cas partout en Afrique, mais qui a des attentes. Voilà, le chef d'État l'a dit dans un de ses discours, que les jeunes Congolais ont des attentes et que c'est à nous de pouvoir satisfaire ces attentes-là. Mais c'est aussi une responsabilité que chacun doit avoir. Quand dans un pays de 6 millions d'habitants, vous avez été porté à des charges publiques comme nous l'avons été, ça vous donne moins de droits et plus de devoirs. Voilà. Le devoir aussi d'être au service des autres. Voilà. Il ne faut pas être égocentrique et penser que tout ne se fait que pour votre propre personne. Ce n'est pas possible. L'action que nous menons aujourd'hui va au-delà de ce que nous sommes. Nous avons aujourd'hui dans le groupe beaucoup de cadres politiques, de la société civile et tout ce qu'on veut. Comme je dis toujours, moi je ne suis que l'homme qui prend la parole au dernier moment. Voilà. Mais avant moi, il y a toute une équipe de gens, chacun selon sa compétence, qui arrivent, ceux qui prennent contact, ceux qui financent, ceux qui organisent, ceux qui, voilà, ceux qui font le relais. Voilà. Il y a toute une équipe derrière. Mais ce n'est pas parce que je suis sur le plateau aujourd'hui que je veux me sentir supérieur
à tous ceux qui ont fait que je puisse quitter chez moi pour venir ici. Même le chauffeur qui nous a menés ici est très important dans le dispositif. Donc je disais qu'on a besoin que le maximum des gens qui ont des idées, qui ont des valeurs, voilà, qui ont des projets, pourquoi pas, qui viennent, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et qui ont de la volonté aussi beaucoup de volonté, à faire des choses. Ouais. Beaucoup de volonté. Il faut beaucoup de volonté parce que entre nous, on ne gagnera pas dans les 72 heures. Quoi. Voilà, il faut beaucoup travailler, beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Voilà, et surtout se dire qu'on ne s'attend à rien. Comme ça, tout ce que vous pourrez avoir demain soit une surprise. Voilà. Parce que si vous attendez à quelque chose, dès que vous ne l'avez pas, ça vous frustre et puis vous vous radicalisez. Voilà. Moi, c'est mon secret. Voilà. Et ce qui fait que je ne me radicalise jamais. Parce que dès le départ, à chaque fois que je veux quelque chose, je dis, je ne m'attends à rien. S'il y a une surprise, c'est bon. Si on n'a pas, la longue marche continue. Très bien. Monsieur le ministre, je pense qu'on a fait le tour de quasiment toutes les questions autour de votre personnalité et de vos activités. Une conclusion peut-être? Je voudrais peut-être m'adresser d'abord aux jeunes, leur dire que le Congo est un pays d'opportunités, comme on le dit toujours. Nous n'aurons pas 6 millions de fonctionnaires, c'est pas vrai. Voilà. Nous n'aurons pas 6 millions de ministres, pas 6 millions de députés, c'est pas vrai. Voilà. Mais nous avons la possibilité aujourd'hui que chacun puisse créer son emploi. Voilà. S'organiser à satisfaire des besoins primaires. Pour un homme, aujourd'hui, être capable de nourrir sa femme, ses enfants, de se nourrir soi-même, c'est déjà quelque chose. Il y a l'auto-entrepreneuriat qui est là. Nous sommes ouverts pour recevoir les uns des autres et les idées, et nous allons continuer. Aux acteurs publics, je pense que nous allons leur dire que nous engageons un langage de vérité, que nous ne cessons pas avec la démagogie, mais que nous soyons vrais. Et ce n'est que parce que nous serons vrais que nous pourrons nous engager aujourd'hui à mieux servir l'action du président de la République. Très bien, il me reste plus qu'à vous dire merci. En tout cas, merci pour tous ces éléments mis à notre disposition. Bravo, encouragement pour tout ce que vous faites à l'endroit des jeunes. C'est moi qui vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce numéro. Nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre Digne Elvis Jalisson Okombi. Il est président des partis du centre, il est coordonnateur de Pona Ekolo Samuna Bouala, il est président de l'UMP, il est également coordonnateur du concept Génération Auto-Entrepreneur. Il nous a donné un éclairage sur toutes ses activités et tout son engagement pour l'avancement et le développement de notre pays et surtout pour la responsabilisation de la jeunesse congolaise. Merci au Grand Hôtel de Kintélé, à son personnel pour ce beau cadre qui nous a été offert pour la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à la supervision du directeur général de la télévision nationale, André Ondélé. Merci à vous tous pour votre fidélité. À très bientôt.